Monsieur le Président, le sujet qui est porté par la mission d'information sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est important. Et de ce fait, donc, mérite effectivement toute l'attention de votre honorable Assemblée, mais aussi celle du gouvernement. Elle est importante et effectivement, vous avez été sensibilisé assez tôt sur ce sujet puisque vous avez créé cette mission d'information. Elle a été créée en 2018 par une délibération de votre Assemblée et après discussion ici même, où tous ensemble nous nous sommes dit qu'effectivement, il faut que nous regardions d'un peu plus près la problématique de nos amis calédoniens. Donc, je tiens ici, Monsieur le Président, à remercier effectivement l'équipe qui a accompagné son président. J'ai vu qu'il y a eu effectivement deux phases différentes. Il y a une première phase avec le président de l'Assemblée de Polynésie française et M. Rivetta, qui était effectivement concerné puisque, comme vous le savez, en Nouvelle-Calédonie, il y a une communauté de Touapin, des Australes, qui est importante. Et la communauté la plus ancienne de Nouvelle-Calédonie, elle est d'origine Touapin. Donc c'est effectivement nécessaire et compréhensible que Rivetta soit un membre de cette commission. Puis ensuite sont arrivés les membres de l'opposition avec notre ancien sénateur Richard Touheyava, notre représentante Sylviane Teroatea et Madame Pouetini. Je trouve que les qualificatifs, effectivement, qui ont été donnés à ce rapport par notre représentant Richard Touheyava sont un petit peu lourds. Qualifier ce rapport de vide constitutionnel, ou alors que ce rapport pêche par omission, alors que, enfin, moi je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et quand même malgré tout saluer votre propre travail. Parce que c'est effectivement le travail de la majorité, et je rappelle quand même que dans cette mission étaient présents des membres de l'opposition. Alors moi, je veux bien qu'on se tire une balle dans le pied de temps en temps, mais je crois qu'il ne faut pas le faire trop souvent, on devient boiteux. C'est pas bon. Donc, je dirais qu'au-delà de la complexité du sujet, qui était sensible dès le départ, je voudrais personnellement, au nom du gouvernement, adresser mes félicitations à notre ami Philippe Schill qui a conduit cette mission car elle n'était pas facile. Lorsqu'on m'a informé effectivement de la création de cette mission, je venais de recevoir à la présidence des représentants du FLNKS qui étaient en visite ici. Bon, effectivement, ils ont des amis aussi sur la Polynésie française, où j'affirmais à ces représentants politiques que la Polynésie française n'entendait en rien à s'immiscer dans les problèmes politiques de la Nouvelle-Calédonie. C'est pour vous dire la sensibilité de la mission qu'a assumée notre ami Philippe Schill et les membres de cette mission. Donc les investigations, vous l'avez bien compris, ont dû être menées dans des conditions particulièrement difficiles. Donc mesdames et messieurs les représentants, l'avenir institutionnel de ce territoire français du Pacifique nous intéresse au plus haut niveau. Et je retiendrai dans mon intervention de ce jour trois raisons essentielles. La première tient aux liens de sang qui unissent la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, notamment au travers des milliers de nos compatriotes qui ont fait souche dans ce beau pays. Rappelez-vous que les premiers Polynésiens sont arrivés en Nouvelle-Calédonie
immédiatement après la fin de l'exploitation des phosphates de Makatea, et compte tenu effectivement de cette rupture brutale de l'exploitation, des volontaires, parce qu'ils étaient volontaires au départ, sont partis sur la Nouvelle-Calédonie pour travailler à la mine. Ils ont donc fait souche dans ce beau pays. Certains sont rentrés, mais certains autres sont restés. Ils sont devenus des citoyens calédoniens à part entière, des Polynésiens qui sont aujourd'hui citoyens calédoniens. Ils ont quitté leur Fénois pour diverses raisons, donc, mais ils sont partis pour trouver du travail, pour retrouver de la dignité en Nouvelle-Calédonie, pays qui les a accueillis, les bras ouverts. Une grande partie donc d'entre eux ont pris racine sur ce caillou, terme employé par les descendants des premiers habitants de l'île, en raison de la riche teneur de son sol en nickel. Après 3 voire 4 générations de présence, ces Polynésiens sont bien intégrés à ce bout de France où les cultures kanak, cultures françaises, wallisiennes, caldoches et tahitiennes se côtoient. Bien entendu, ces Polynésiens ont gardé des rapports avec leur famille ici, mais leur pays, c'est désormais la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes fiers d'eux, en tous les cas, moi j'en suis fier. Nous sommes fiers d'eux et de leur parcours car ils ont contribué activement par leur travail au développement de ce pays. Et je puis vous dire, pour avoir rencontré certains patrons, certains chefs d'entreprise, les salariés polynésiens, tahitiens, étaient parmi les meilleurs, les plus fidèles, les plus loyaux au travail. Ils ont donc démontré leurs compétences dans de nombreux domaines, aussi bien celui des affaires et tardivement dans la politique. Dernièrement, le président de cette collectivité d'outre-mer n'était-il pas originaire par sa mère des îles sous le vent? Je veux naturellement parler de M. Santa. La seconde raison réside dans les multiples liens de partenariat et de coopération qui se sont développés entre les deux territoires depuis les années 90, avec comme exemple le jumelage entre 9 communes de Polynésie française et 9 communes de Calédonie. Ce n'était pas que Aroué, parce qu'on en parlait beaucoup, mais plusieurs communes, ou Punavia. Mais il y en a 9, en fait, qui ont procédé à ce jumelage. Je veux rappeler les bonnes relations entre nos conseils économiques et sociaux, sans oublier naturellement les rapports étroits entre nos chambres de commerce et nos gouvernements. Alors effectivement, la pandémie et les fermetures de frontières nous ont empêchés ces 2 dernières années d'aller plus loin, car nous avions la volonté d'aller beaucoup plus loin et vous nous avez autorisé, vous, Assemblée de Polynésie française, à le faire. Mais je sais que nous saurons donner plus de corps à ces relations inspirantes dès que cela sera possible, dès que nous pourrons effectivement circuler entre Tahiti et Nouméa. La troisième repose sur les liens de l'histoire. Histoire avec un grand H et les relations de cofraternité avec nos tamaris volontaires qui, rappelez-vous, qui ne sont pas allés directement en métropole, mais qui sont allés rejoindre les volontaires calédoniens à Nouméa, puis à Sydney en 1942, avant de se rendre ensemble, main dans la main, sur les terrains de bataille de Birakem, d'Italie, de Monte Cassino ou de Provence. Nos volontaires polynésiens et calédoniens, ces frères d'armes, ont combattu l'ennemi côte à côte avec courage et abnégation pour la libération de la mère patrie. Tout cela, mes chers amis, nous oblige effectivement, et nous ne pouvons donc pas rester insensibles à tout ce qui se passe en ce moment sur le Caillou. Encore récemment, des personnels soignants calédoniens, comme il vient d'être rappelé, sont venus volontairement prêter main forte
au personnel du CHPF, débordé par la forte épidémie subie il y a 2 mois. Ce sont des gestes de solidarité que l'on n'oublie pas. Je veux être clair avec vous. Il ne s'agit pas, effectivement, pour nous, gouvernement, de récupération de quelque sorte que ce soit. La mission qui a été menée, et je l'entendais dans ce sens, devait se poser effectivement des questions sur ces liens que nous avons avec les Calédoniens. Mettre les choses sur la table. Bien sûr que dans les différents discours qui ont été tenus, plusieurs paramètres restent aujourd'hui inconnus, que ce soit sur les orientations institutionnelles de demain, que sur les chiffres même de nos échanges avec la Calédonie. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de nous immiscer dans le débat sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, et encore moins de prendre position pour ou contre ou telle tendance politique. Monsieur Schill, cher Philippe, l'intérêt du travail que vous avez réalisé et dont nous prenons connaissance avec intérêt est de nous expliquer ce qui se passe sur place pour mieux percevoir les conséquences du choix qui sera fait par le corps électoral lors du 3e vote référendaire actuellement prévu au 12 décembre prochain. Et pour citer quelques inquiétudes qui animent en ce moment les cercles avisés sur le sujet, il y a les craintes d'un retour massif d'une partie des familles polynésiennes installées sur place de longue date. L'arrivée de flux migratoires importants de néo-calédoniens ou de métropolitains désirant quitter la Nouvelle-Calédonie et les conséquences naturellement de ces arrivées sur le prix de l'immobilier, par exemple, ici à Tahiti et à Montréal. Mais, j'ai envie de dire aussi, mes chers amis, ne tombons pas dans la psychose d'un envahissement de nos îles, car la réalité, aujourd'hui en tous les cas, n'est pas celle-là, et il nous faut encore garder raison sur le sujet. Des enquêtes sérieuses ont été menées et elles nous montrent que la Polynésie ne serait pas la destination de premier choix des Calédoniens. L'Australie et la Mélanésie resteraient leur choix de prédilection. Notre espoir, c'est que, quelle que soit l'option qui sera prise à l'issue de ce processus électoral inédit, les Calédoniens trouvent ensemble, toutes communautés confondues, les chemins du vivre ensemble qu'ils appellent de leur vœu. Notre souhait, enfin, c'est que la France puisse les accompagner au mieux pour construire la destinée commune qu'ils auront choisie, que ce soit celle de l'indépendance ou d'une autre destinée. De notre côté, le cas échéant, nous serons à accueillir naturellement avec dignité celles et ceux qui veulent venir ici partager leur vie et leurs compétences. Je pense bien évidemment aux Calédoniens d'origine polynésienne qui ont toute leur place ici. Je sais qu'ils nous apporteront leur expérience et leur savoir-faire qui, dans certains domaines d'activité, nous font encore défaut. Je pense aussi aux Calédoniens qui aiment notre pays et qui voudront investir ici pour construire l'avenir et nous aider à consolider notre modèle économique. On ne peut pas les rejeter comme ça. Il faut composer avec eux. En d'autres termes, mesdames et messieurs les représentants, restons océaniens dans nos comportements. Nous sommes un peuple d'accueil. Et cela, d'autant qu'il s'agit, je le dis parce que ce n'est pas qu'un terme politique, ce sont nos frères calédoniens. Ce sont des frères pour nous. Pour terminer mon propos, je voudrais revenir quelques instants sur les nouveaux paradigmes diplomatiques et économiques
né de la mise en œuvre de l'axe Indo-Pacifique, dont on a parlé, et des conséquences qui en découlent, aussi bien pour la Calédonie que pour la Polynésie française. Depuis le passage du président Macron au mois de juillet dernier, les nouveaux enjeux supranationaux figurent dans l'axe Indo-Pacifique, ont d'ailleurs été bousculés par l'initiative AUKUS menée par les États-Unis et l'Australie et la Grande-Bretagne, sans oublier naturellement l'autre enjeu qui est celui de la route de la soie développée par la Chine. L'axe Indo-Pacifique, l'axe AUKUS et la route de la soie développée par la Chine. Notre position géographique centrale dans le Pacifique Sud, nos liens indéfectibles avec la France et indirectement avec l'Europe, nous placent effectivement de ce fait au centre du débat. Nous devons l'intégrer dans nos propres ambitions locales et régionales. J'en suis allé jusqu'à en parler effectivement lors de la dernière réunion de la CIC 24 à New York au sein de l'ONU. Leur dire notre préoccupation. Mais si les desseins des grandes nations nous échappent, ça passe au-dessus de nos têtes. La Polynésie et la Calédonie ont tout intérêt à coopérer sur les plans économiques, culturels et sanitaires avec tous les pays et tous les acteurs de sa région. C'est déjà ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous sommes partagés pratiquement le territoire du Pacifique, puisque les Mélanésiens travaillent avec les Micronésiens et la Nouvelle-Calédonie. Des accords ont été passés, et nous-mêmes, au travers du PLG, nous travaillons sur la région du Grand Pacifique polynésien. Vu de notre fenêtre, nos partenaires économiques régionaux, à mon sens, sont les suivants. Effectivement, les États-Unis, qui représentent le principal marché touristique, mais aussi la zone d'exportation la plus facilement accessible pour les produits de la pêche hauturière. Les États-Unis sont notre premier marché d'exportation de la pêche. La Nouvelle-Zélande et l'Australie, nos fournisseurs de denrées et matériels, des partenaires politiques au sein du Forum du Pacifique. La Chine, un marché de fourniture de biens et de matériel, un pays de liens culturels avec notre communauté d'origine chinoise, ici en Polynésie française. Singapour pour la fourniture du gaz et du pétrole. Le Japon et la Chine pour l'exportation de nos perles de culture et du minerai du nickel pour ce qui concerne la Calédonie. Et nonobstant ces relations multiples qui sont essentielles pour nous, notre économie, notre vie quotidienne, nos collectivités d'outre-mer du Pacifique n'ont ni les moyens d'agir seules, ni les moyens de s'opposer aux grandes manœuvres diplomatiques en cours. Je crois qu'il faut rester réaliste. Il faudra faire avec, et en concertation avec la France, pour gérer au mieux nos intérêts dans ce nouvel environnement. Nos petites collectivités ont donc des défis plus importants à relever, notamment ceux qui concernent leur développement durable et inclusif. Nous sommes en revanche favorables à des accords de coopération gagnant-gagnant avec l'ensemble de nos partenaires régionaux, dans le respect de nos valeurs, dans le respect de notre autonomie politique et de notre culture ancestrale. Aussi, il est important qu'ensemble, Assemblée et gouvernement de Polynésie, prenions conscience de l'évolution de la situation dans le bassin pacifique de manière générale. Il y a effectivement aujourd'hui la Calédonie qui nous préoccupe, mais c'est le bassin pacifique qui devrait nous préoccuper, mais de la situation particulière de la Calédonie qui donc pourrait prochainement nous impacter.
C'est pourquoi le gouvernement salue et remercie donc ce travail, le travail de la mission d'information conduite par notre ami Philippe Chine. Elle permet de bien poser le sujet, effectivement, et surtout de suggérer quelques recommandations et pistes de réflexion pour l'avenir. Je conclurai là-dessus. Monsieur le représentant, Mesdames et Messieurs les membres de la mission, l'idée d'assurer le suivi de la situation est très pertinente. Et je pense que la Commission, Monsieur le Président de l'Assemblée, je pense que la Commission des institutions de l'Assemblée de Polynésie pourrait effectivement s'en charger, faire sienne cette problématique. De même, la création d'un observatoire des flux migratoires, mais aussi des investissements, trouve sa raison d'être notamment quand il s'agit, et c'est notre problème à nous tous ici, quand il s'agit de protéger l'emploi local. Comme vous le savez, le dispositif existe déjà, et donc il suffira bien évidemment de la respecter, mais de faire respecter ce dispositif. En matière de spéculation foncière, selon les échanges que je viens d'avoir la semaine dernière, je crois, avec le président de la Chambre syndicale des notaires, l'envolée des prix résulte plus pour le moment de la rareté des biens à vendre que d'une demande forte provenant de la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, je crois que le Polynésien est en train de bien réagir. Évitons de vendre nos terres. Évitons de subir cette pression. C'est de l'argent. C'est pas facile. Mais évitons de subir cette pression permanente de la spéculation que produisent certains acheteurs chez nous, qui peuvent varier du simple au double au niveau foncier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cette vague, comme on le dit bien souvent, qui provoque l'envolée des prix. Elle résulte plus de la rareté des biens à vendre que d'une demande forte provenant de la Nouvelle-Calédonie. Le sujet est important, j'en conviens, et je demanderai à la direction des affaires foncières de suivre ce sujet de près. Les autres points évoqués dans votre rapport, Monsieur le Président, qui concernent l'orientation des investissements et la création d'une délégation à Nouméa. Sur l'orientation des investissements, de l'investissement calédonien ici en Polynésie française, effectivement, nous y veillons. Comme vous le savez, plusieurs projets d'investissement sont développés aujourd'hui, ça reste au niveau théorique, puisqu'on n'a pas derrière d'assurance financière encore, mais il y a effectivement plusieurs projets qui sont actuellement développés, mais des projets immobiliers qui vont donner naissance derrière, effectivement, à des lieux de résidence pour des personnes étrangères au pays. Nous ne favoriserons pas ce type d'investissement. Nous irons sur les investissements qui vont créer de l'emploi et bien sûr de l'emploi pérenne. Vous avez deviné, ce sera plus dans l'hôtellerie que nous viendrons soutenir les investissements de l'extérieur. Sur la délégation à Nouméa, oui, je demanderai au gouvernement qu'on fasse d'abord une expertise, puisque nous sommes propriétaires effectivement de locaux sur la Nouvelle-Calédonie, et je crois que si l'on veut en tous les cas être proches les uns des autres, il faut réouvrir. Il faut réouvrir cette délégation, et je demanderai d'ailleurs au président Mapou qu'il en fasse de même ici à Tahiti, qu'il y ait un représentant de la Nouvelle-Calédonie, puisque nous avons tous les deux la possibilité de créer ces délégations, mais que nous puissions avoir un interlocuteur ici à Tahiti. Voilà. Encore une fois, Mesdames et Messieurs les représentants, merci d'avoir suggéré ce rapport et ce débat, qui à mon sens est effectivement important pour nous, car il semble que cela concerne aussi l'avenir d'un pays et d'un peuple qui nous sont chers.
qu'est la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie pour votre attention.